Donc, bonsoir à toutes et à Recording in tous. progress. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de débuter, j'aimerais vraiment inviter tous ceux qui sont dans la salle et qui sont un peu derrière de bien vouloir s'approcher un peu pour que nous puissions mieux se voir et pouvoir mieux échanger. Voilà, donc si vous pouvez avancer juste un peu pour que nous puissions commencer, je pense qu'on pourrait mieux se voir et se comprendre. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle efficience de l'hôtel Eldoria pour la session santé mentale et droits de la femme. Voilà, il faut rappeler que cette session est initiée par l'association Sœurs pour Sœurs Tonne la Taba, qui est une structure burkinabé qui milite pour les droits des femmes et des jeunes filles souffrant de maladies mentales. Avant de commencer vraiment la présentation, moi je suis Fayama Fatou. Je suis la chargée de communication et de plaidoyer de Sœurs pour Sœurs Tonne la Taba. Et déjà, ce que je peux dire sur moi, c'est que je suis engagée depuis 7 ans maintenant dans le domaine de la défense des droits des femmes et des jeunes filles au sein de plusieurs structures. Et c'est tout ceci qui a permis à ce que je puisse me retrouver vraiment à Sœurs pour Sœurs après avoir fait une formation en communication pour le développement en tant que chargée de communication et de plaidoyer. Donc aujourd'hui, j'ai la lourde tâche d'animer la session de Sœurs pour Sœurs. Il faut rappeler que ce n'est pas du tout tâche facile quand on sait qu'on représente une organisation et qu'il faut bien porter son nom et tout. Mais je pense que je peux donner le meilleur de moi pour que nous puissions comprendre les actions que Sœurs pour Sœurs mène sur le terrain dans le domaine de la défense des droits des femmes et des jeunes filles. Diapo. Voilà. Aujourd'hui, le thème va porter sur défense des droits des femmes et des jeunes filles souffrant de troubles mentaux, expérience de Sœurs pour Sœurs. L'objectif vraiment de cette session, c'est de vous partager nos actions que nous menons sur le terrain, afin que vous puissiez comprendre nos actions et aussi voir quelles sont les approches que nous adoptons et quels sont les défis auxquels on fait face chaque jour et aussi quelles sont les perspectives. Diapo. Donc ça, c'était mon introduction. Je pense qu'on peut sauter ça. Oui, on peut aller encore. Voilà. Donc déjà, ma présentation va se structurer sur 4 points. Le contexte, la santé mentale des femmes et des filles, une question féministe. Là, on va vraiment évoquer la question des droits. La présentation, ensuite, il y aura la présentation de Sœurs pour Sœurs Tonne la Taba. Et après, je vais présenter l'expérience de Sœurs pour Sœurs dans la défense des droits et des femmes souffrant de troubles mentaux. Et après, il y aura les échanges et les questions. Diapo. Voilà. Donc, au niveau du contexte, il faut rappeler que selon la définition de l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, l'OMS a vraiment mis l'accent sur le bien-être au niveau de la définition de la santé mentale. Parce que si vous n'êtes pas vraiment, vous ne vous sentez pas très bien, vous ne pourrez pas vraiment contribuer au développement de votre société. Et généralement, ils ont une devise qui dit il n'y a pas de santé sans santé mentale. Voilà. Parce que on peut dire que le cerveau, c'est tout. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que mon cerveau est bien portant et me dit des actions que je dois faire. Sinon, si le cerveau est vraiment souffrant, ça veut dire que je ne pourrais pas exécuter bien les actions que le corps décide. Ou bien, en tout cas, tant qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien portant au niveau du cerveau, ça impacte sur tout ce que nous faisons. Et raison pour laquelle ils mettent l'accent sur ça. Après ça, il faut reconnaître que les problèmes de santé mentale sont très répandus dans tous les pays du monde. Ça, il n'y a pas de doute. Si je prends au Togo, quand on sort dans la rue, on va rencontrer des personnes avec des déficiences. Lorsque je sors, je pars au Bénin, lorsque je pars au Sénégal, lorsque je pars au Burkina Faso, dans tous les pays, les problèmes de santé mentale sont très, très représentatifs. Et maintenant, l'OMS a fait une enquête en 2019
où l'OMS a expliqué qu'on a dans le monde 970 millions de personnes qui souffrent d'un trouble psychique, avec une prédominance de femmes. Cette prédominance de femmes, 52,4%. Ce qui signifie qu'à travers cette étude, on se rend compte que les problèmes de santé mentale touchent plus les femmes que les hommes. Voilà, 52%, c'est vraiment beaucoup. Et c'est pourquoi cette session est essentielle pour que nous puissions échanger sur la problématique. Au Burkina Faso, il y a une étude qui a montré en 2017 une prévalence de 41,43% dans la population générale avec un taux de 46,24% chez les femmes que chez les hommes 35,01%. Ces données encore montrent que la problématique de la santé mentale touche encore plus les femmes que les hommes. Et ces statistiques nous rappellent que les femmes sont en première ligne face à ces problématiques. Et donc, les facteurs de risque chez les femmes sont les pressions sociales. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici. Dieu seul sait combien de pressions nous subissons au niveau de la société. En tant que, par exemple, jeune fille, il y a certaines communautés, lorsque vous arrivez à un certain âge, on commence à vous mettre la pression au niveau du mariage, on commence à vous mettre la pression au niveau du travail. Il faut que vous vous exercez, il faut que vous ayez de l'argent et tout. Il faut également que vous puissiez avoir des enfants. On vous met tellement de pression que vous-même, ça finit par jouer sur votre mental et ça finit par vous mettre dans une position où vous ne vous sentez pas du tout bien. Il y a également la pression au niveau du travail. Voilà, lorsqu'on travaille excessivement, on n'a pas vraiment de temps de repos pour soi-même. On n'a pas de temps de bien-être pour ça. Tout ça, ça joue sur le mental et la personne épuisée, si elle n'est pas suivie par des psychologues, la personne finit par sombrer dans la dépression, le burn-out et tout. Et tout ça, ça amène des problèmes de troubles mentaux et tout. Il y a les conditions de vie précoces. Oui, il faut le reconnaître. Le manque d'argent, les conditions de vie précoces, l'accès limité à l'éducation, l'accès limité aux services de santé pour cause de faute de moyens. Tout ça, ça contribue à jouer vraiment sur notre bien-être mental. Et ça nous met dans une situation où s'il n'y a pas de suivi, et pour qu'il y ait le suivi, il faut de l'argent encore. Donc ces personnes vont se retrouver dans la rue, à sombrer et tout, alors que ces personnes étaient bien portantes. Voilà, et il y a eu un déclic qui a fait que ces personnes ont sombré. Après ça, il y a la question des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Oui, ce point me marque vraiment parce qu'au niveau de la question des violences physiques, généralement, lorsqu'on frappe une personne, on porte des coups sur une personne, on pense que bon, c'est juste comme ça, juste pour réprimer la personne, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça joue sur le mental de la personne. Nous avons produit un documentaire en 2022 au niveau de notre structure sur la problématique de la santé mentale des femmes. Et il y a une femme qui nous a fait un témoignage sur son problème. Voilà, elle souffrait d'un trouble mental et elle s'est retrouvée hébergée dans un centre de prise en charge. Lorsqu'on lui a demandé comment ça a commencé, en vérité, la femme était violentée lorsqu'elle était enceinte par son conjoint. Et maintenant, parce que le conjoint ne voulait pas l'enfant, et elle est tombée enceinte. Donc, chaque fois, c'était des blessures verbales, elle était insultée, elle était traumatisée et tout. Et la femme a fini par se convaincre elle-même que c'est à cause de l'enfant là, c'est à cause de toi qu'on me traite comme ça. Et elle est allée jusqu'à accoucher, et c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'au niveau des consultations prénatales, il n'y a pas eu de suivi sur le volet psychologique. C'était juste voir si le bébé est bien portant, on ne pose pas de questions sur le bien-être de la maman. Et la femme a accouché et elle détestait le bébé. Elle pouvait prendre son bébé, par exemple, pour le tuer, jeter le bébé et tout. Et c'est après on a compris qu'elle a des problèmes et on l'a amenée à l'hôpital. Après ça, elle s'est retrouvée dans le centre de prise en charge. Donc ce volet, la dépression postpartum, ça aussi c'est très important, ça résulte des violences physiques, sexuelles et verbales. Et tout ça, c'est des volets à prendre en compte. Et tout ça contribue vraiment à peser vraiment sur le mental des femmes. Il y a plein de raisons, mais comme on doit aller plus vite, mais je pense qu'on peut toujours se cultiver sur ces raisons, ces facteurs de risque pour mieux s'améliorer et prendre soin de son bien-être mental. Diapo. Voilà. Et après ça, également, il faut reconnaître que lorsque ces personnes
sont souffrant de troubles mentaux, les femmes surtout, elles sont victimes de stigmatisation. On la traite de folle, elles ne sont pas du tout prises en compte. Et dans les familles, généralement, c'est le rejet. La société les rejette. Et après ça, il y a encore des violences sexuelles entraînant des grossesses non désirées. Parce qu'il y a une pratique néfaste en Afrique qui dit que lorsque vous entretenez des rapports sexuels avec une femme souffrant de troubles mentaux, apparemment ça donne de l'argent. Voilà. Et donc, bon, souvent, je sais qu'ici, lorsque vous sortez, vous en avez rencontré des femmes avec des déficiences qui sont enceintes. Ça arrive comment? Voilà, il y a vraiment des bourreaux qui se promènent dans la nature et qui agressent ces femmes sexuellement. Et le problème, c'est que lorsque ces femmes accouchent, on leur retire l'enfant dès la naissance parce qu'elles ne se portent pas bien. C'est une action peut-être qui se justifie par l'action sociale, mais en même temps, les psychologues ont prouvé que ça contribue à faire sombrer la maman. Parce que, imaginez, vous avez un enfant, un bébé, et un matin, vous vous levez, vous ne le voyez plus. Il est passé où tout ça, ça contribue vraiment à faire sombrer la maman davantage. C'est vraiment plein de conséquences qui méritent vraiment que les droits de ces femmes-là et ces jeunes filles soient bien pris en compte dans les actions féministes. Diapo. Il faut, je dirais qu'il faut le féminisme inclusif. Voilà. Face à ces enjeux, il est important que les mouvements féministes, en tant que, on s'est réunis aujourd'hui au Togo pour le forum OEC, il est très important que nous puissions prendre en compte les besoins de ces femmes, la question, les défis auxquels ces femmes-là traversent, les défis que ces femmes-là traversent au quotidien, pour vraiment les inclure dans nos luttes pour les droits humains. Parce que ce sont des femmes qui étaient hier bien portantes et qui se sont retrouvées dans ces situations à cause d'un déclic, à cause d'une situation. Et il est très important qu'on ne baisse pas du tout les bras, qu'on ne laisse pas du tout tomber ces femmes et qu'on puisse prendre en compte leurs besoins. Parce que le féminisme, c'est aussi l'inclusivité. Voilà, si on ne prend pas en compte toutes les couches, on va se retrouver avec une catégorie de femmes qui jouissent bien de leurs droits et une catégorie qui est marginalisée. Je pense que ça ne contribue pas au développement de la société. Et c'est face à tous ces enjeux que l'association Sœurs pour Sœurs Tourne la Taba est née. Elle a été créée en août 2020 par un groupe de personnes qui a vraiment fait le constat que la problématique des droits des femmes souffrant de troubles mentaux n'est pas suffisamment prise en compte par les organisations de défense des droits des femmes. Et c'est pourquoi cette organisation a été créée pour vraiment contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de la dignité des filles et des femmes souffrant de troubles mentaux. Au niveau de notre structure, nous faisons plus la prise en charge sanitaire de ces femmes. Nous intervenons dans l'appui psychosocial, nous intervenons dans la sensibilisation, la réinsertion sociale et économique et l'assistance judiciaire et juridique lorsque ces femmes sont victimes de violences et tout. Diapo. Maintenant, nous allons partager l'expérience de notre organisation dans la construction d'un mouvement de défense des droits des femmes et des jeunes filles souffrant de troubles mentaux au Burkina Faso. Diapo. Donc, il faut savoir que notre structure Sœurs pour Sœurs Tourne la Taba se positionne comme une organisation de référence dans la lutte pour les droits et le bien-être des femmes souffrant de maladies mentales au Burkina Faso. Face aux enjeux qui sont multiples dans le domaine, nous nous basons sur plusieurs points qui constituent nos forces, notamment plusieurs approches pour atteindre nos objectifs. Diapo. Au niveau de nos approches, d'abord, nous avons la recherche et la publication d'informations sur les conditions des femmes. Aujourd'hui, si on arrive au Burkina Faso, je vous ai présenté je vous ai présenté au début des statistiques de l'OMS. 970 millions de personnes qui souffrent de troubles mentaux. Il y a également au Burkina Faso une étude qui a été faite en 2017. Mais il faut reconnaître que ces études ne sont pas spécifiques à la question des femmes. On donne juste des statistiques. Les conditions de vie de ces femmes, les défis auxquels ces femmes-là font face, ça ne prend pas en compte tous ces volets. Et c'est là, au niveau de notre structure, lorsque l'association naissait,
les fondateurs ont vraiment réfléchi et ont jugé, bon, si nous pouvons collecter des données sur le terrain, sur la condition de vie de ces femmes-là, ça pourra maintenant mieux nous aider à lutter pour les droits de ces femmes. Parce que lutter pour les droits de ces femmes aussi, c'est avoir des statistiques, avoir des données qui vont leur permettre maintenant, qui vont nous permettre de revendiquer quelque chose. Si nous n'avons pas de données palpables, ça ne serait pas du tout possible. On va penser qu'on parle dans le vent, on n'a pas vraiment quelque chose de solide. Et en même temps, cette approche va avoir un impact sur le deuxième approche qui est le plaidoyer. Pour faire le plaidoyer, il faut des chiffres, il faut des données, il faut des preuves. Et c'est ça qui va faire que le plaidoyer sera efficace. Et imaginez, vous voulez faire le plaidoyer sur la question des conditions de vie des femmes et qu'on vous demande, ok, vous vous basez sur quoi? C'est vrai qu'on le remarque, mais quelles sont vos preuves? Et vous êtes là, vous ne pouvez pas le dire. Et c'est pourquoi on a mis vraiment l'axe recherche en première position. Et après vient le plaidoyer. C'est le plaidoyer qui va permettre d'améliorer les conditions de vie de ces femmes. Parce qu'il y a des questions qui dépassent l'organisation. Il y a des questions qui dépassent la communauté. Il y a des questions que seuls les dirigeants peuvent résoudre. La question de l'accès aux médicaments. On va toujours plaider et on le fait toujours. Il faut qu'on puisse réduire le coût des médicaments parce que ça coûte extrêmement cher. Pour une personne qui n'a pas de moyens, c'est pourquoi on retrouve des personnes dans les rues en train d'errer parce que la famille n'a plus les moyens pour supporter les charges. Les produits sont chers, la prise en charge est chère. Donc, il faut qu'on puisse plaider auprès des autorités pour que ces médicaments, qui sont la plupart disponibles en spécialité, puissent revenir en générique. Récemment, nous avons fait une collecte des données avec l'appui de The Foundation for a Just Society et Oxfam, dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes, où on a fait une collecte des données auprès des centres de santé et puis également auprès des structures pharmaceutiques pour connaître vraiment le coût des produits. Et on s'est rendu compte que, par exemple, c'est un exemple que je peux prendre, 20 sur 20 produits qui sont administrés, peut-être c'est 5 seulement qui sont disponibles en généralité, en générique, et les autres, c'est spécialité. Si vous n'avez pas les moyens pour accéder à ces produits, c'est pas du tout facile. Vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Après cette approche, il y a l'accompagnement des centres de prise en charge. Nous ne sommes pas focus prise en charge parce que lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a des structures, il y a des centres qui sont déjà spécialisés dans la prise en charge. Pourquoi faire la même chose quand d'autres personnes sont là et le font mieux? Et c'est pourquoi ils ont réfléchi. Déjà, ce que nous pouvons faire pour accompagner ces personnes-là, ces centres qui ont vraiment des personnes auxquelles elles s'occupent et tout, il faut qu'on puisse mobiliser des ressources pour les accompagner. Parce que la prise en charge, comme je l'ai dit, ça coûte cher. L'alimentation, il faut habiller la personne, il faut payer les médicaments, il faut payer les consultations, il faut vraiment réinsérer la personne. Tout ça, ça a un coût. Et c'est pourquoi notre organisation a décidé de mettre l'axe accompagnement de ces structures en mobilisant les ressources avec ces structures pour qu'ils puissent mieux contribuer à la prise en charge. Diapo. Après ces 3 axes, il y a également la construction de mouvements avec des collaborateurs stratégiques. Et je pense que depuis que nous sommes arrivés au forum, c'est ce qu'il y a toujours dit. Il est très important qu'au lieu d'aller en rang dispersé, d'approcher des gens, de collaborer avec des personnes. Et au niveau de notre structure, la collaboration, on collabore déjà avec des personnes ressources en santé mentale. Les personnes ressources sont les psychologues, des psychiatres, qui nous accompagnent sur tous les volets. Parce que nous pouvons dire, on lutte pour les droits. OK. Mais il faut vraiment des gens qui peuvent vous guider. OK, pour les droits, là, il y a tel aspect de la santé mentale des femmes là qu'il faut prendre en compte. Par exemple, le stress post-partum. Voilà, la dépression post-partum et tout. C'est les psychiatres qui vont nous dire que ici, c'est très important. Ou bien lorsqu'on prend le burn-out,
c'est les psychiatres qui vont nous dire qu'au niveau des femmes, là, c'est de plus en plus représentatif. Parce qu'ils reçoivent des personnes en consultation, ils connaissent leurs besoins, leurs soucis et tout. Après ça, nous avons des personnes ressources en gestion financière de projets et plaidoyer. Ce volet est très important parce que nous pouvons arriver dans une organisation, vous avez construit votre mouvement, mais il faut que vous vous associez à des experts, des personnes qui ont vraiment milité dans des organisations, même s'ils ne peuvent pas être membres de votre structure, mais qu'ils puissent vous accompagner sur ces volets-là. Parce qu'aujourd'hui, pour élaborer un projet, pour mieux gérer la finance d'un projet, si vous ne maîtrisez pas, vous gâchez vos chances de pouvoir accéder à d'autres financements et tout. Raison pour laquelle ils ont vraiment réfléchi à ce qu'on puisse avoir l'accompagnement des personnes ressources qui sauront nous guider pour que nous puissions mieux mener nos activités. Il y a des personnes ressources en droits humains, voilà, qui sont composées de juristes et qui nous accompagnent vraiment dans nos activités. Il y a les personnes ressources en collecte des données pour que l'approche recherche de l'information puisse mieux nous servir et tout. Il faut des personnes ressources qui vont nous dire, OK, vous voulez collecter des données. Moi, je pense qu'ici, vous devez aller sur tel aspect, vous devez choisir tel angle et tel angle. Ça nous aide vraiment à nous améliorer et à mieux cadrer nos collectes de données. Il y a la collaboration avec 7 centres de prise en charge au Burkina Faso. Et ces 7 centres sont représentés dans plusieurs régions du Burkina. Nous avons déjà à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest, nous avons un centre là-bas avec qui nous collaborons. Nous avons également le centre à Basmé. Nous avons 2 centres au niveau de Tenkodogo. Nous avons vraiment des centres à Waïgouya également, avec qui nous collaborons. Ce sont ces centres qui recueillent ces femmes. Et c'est eux qui connaissent leurs besoins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous avons un projet où on a besoin d'accéder à ces centres, c'est plus facile. Parce que nous collaborons avec eux. Chaque fois que nous avons des activités, nous allons toujours ensemble et tout. Et nous essayons d'élaborer toujours des projets pour aller en consortium avec ces centres, pour que la voix de l'organisation puisse porter. Et si tout ça s'apporte, c'est la cible qui gagne. Voilà, je pense qu'ici, il faut mettre l'accent sur la cible. Pour que la cible puisse gagner, il faut que nous puissions aller vraiment en consortium et collaborer ensemble. Il y a la collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes et de promotion de la santé mentale. Voilà. Parce que nous militons, par exemple, pour les droits des femmes souffrant de troubles mentaux. Et on se dit, OK, bon, il y a d'autres organisations féministes qui organisent leurs activités. Nous, on n'y participe pas. Bon, finalement, vous vous retrouvez à vous battre dans votre secteur seulement. Vous ne vous intéressez pas à ce que les autres font. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Et c'est pourquoi nous essayons toujours de collaborer avec plusieurs structures pour être plus représentatifs. Récemment, en septembre, nous avons fait une formation en santé mentale au profit de 28 organisations, représentants d'organisations de la société civile, défenseurs des droits des femmes et de promotion de la santé mentale. Parce que souvent, les gens peuvent, ces organisations, même si leur lutte, c'est bien, ils peuvent oublier cette cible. Mais le fait de leur former sur la thématique de la santé mentale leur permet de prendre en compte leurs besoins et aussi considérer vraiment cette cible-là dans leurs actions et tout. Diapo. Donc ici, nous avons vraiment essayé de faire des petites photos des personnes ressources avec qui nous collaborons et tout. Et déjà, ce que je n'avais pas précisé, c'est que nous collaborons également avec des leaders religieux. Voilà. Nous collaborons avec des leaders religieux parce que pour le plaidoyer, c'est très important. Ce sont des personnes dont la voix porte. Ce sont des personnes qui sont écoutées. Et lorsque vous avez accès à leur réseau, vous arrivez à les convaincre de la nécessité de se battre à vos côtés. Ça vous rapporte à coup sûr. Voilà, on peut passer. Après ça, les défis qui limitent nos actions. Déjà, il y a l'insuffisance de financement dans le domaine de la santé mentale. Quand on est arrivé, on disait que les droits des femmes, c'est le secteur le plus sous-financé. Mais il faut dire aussi que dans le domaine de la santé mentale est le secteur le plus sous-financé. Au Burkina Faso, dans le plan stratégique 2020-2024, il y a l'État qui a essayé de faire ressortir ce volet parce qu'on s'est rendu compte que
tous les fonds alloués à la santé au Burkina, seul 1% de ces fonds vont directement dans le domaine de la santé mentale. Ce qui fait que nous n'avons pas du tout de centre de prise en charge, l'État n'en a pas. Et également, les hôpitaux qui prennent en charge vraiment, qui font les consultations en santé mentale, ils ne sont pas du tout nombreux. La dernière étude que nous avons faite, on s'est retrouvé avec l'hôpital de Yalgado, le centre de Yalgado, qui avait tous les compartiments pour faire des consultations en santé mentale. Imaginez ça, c'est la capitale. Combien dans les autres régions nous en avons? Il y a également l'autre défi qui est lié à la stigmatisation de la santé mentale. Et là, on peut dire que si le domaine de la santé mentale est sous-financé, c'est parce qu'il y a aussi une stigmatisation. On ne considère pas ça comme ça. Même si on reconnaît aujourd'hui que le problème est persistant, surtout avec les défis sécuritaires au Burkina Faso, des femmes qui sont traumatisées, des militaires qui sont traumatisés et tout, à raison des violences et tout, le domaine de la stigmatisation reste. Ce qui fait qu'on n'en parle pas en fait. Moi, aujourd'hui, si j'ai un problème et que je sais que si j'en parle, on va dire que toi, tu es faible. Toi, tu es faible. Surtout chez les hommes, on va dire, ok, un homme ne pleure pas, un homme doit supporter et tout. Et au niveau des femmes également, il y a ce volet, ne pas se sentir vulnérable et tout, qui fait qu'on ne parle pas tout le temps de la santé mentale, de peur d'être stigmatisé. Et aussi, lorsque vous êtes malade, même si vous êtes stabilisé, on continue toujours de vous stigmatiser. Tout ça, ça freine vraiment nos actions sur le terrain. Et ça fait que ces femmes ont peur de s'engager pour défendre leurs droits. Elles ont vraiment peur, même si elles sont stabilisées, elles sont guéries, elles ont vraiment peur. Elles ne veulent pas, personne ne veut dire que moi je suis passée par là. Et c'est très compliqué. Celles qui acceptent le faire, et elles ne sont pas du tout nombreuses. Après ça, il y a l'insuffisance de la prise en compte des droits des femmes souffrant de troubles mentaux dans nos actions féministes. Voilà, lorsque je suis arrivée ici, c'est vrai qu'on parlait de bien-être et tout, mais vraiment, chaque fois qu'on discutait, c'était droit des femmes ou bien droit des femmes handicapées. Mais personne n'a mis l'accent vraiment sur la problématique des femmes souffrant de troubles mentaux. Et même au niveau des personnes handicapées, c'est vrai, généralement, lorsqu'on parle des personnes handicapées, on voit plus facilement les femmes avec un handicap moteur, visuel et tout, mais on ne prend pas vraiment en compte les femmes souffrant de troubles mentaux. Et ça, vraiment, ça freine nos activités. Excusez-moi. Et tout ça, au niveau de l'insuffisance de financement, la conséquence c'est qu'il y a les limitations des ressources. Il y a des difficultés pour l'expansion. On ne peut pas mener plusieurs activités. On ne peut pas étendre nos actions à toutes les régions. Ce qui fait que ça pose problème. Au niveau de la stigmatisation, lorsque vous êtes stigmatisé, vous n'allez pas du tout aller dans des services de soins. Il y a également l'obstacle de l'empowerment. Voilà, parce que ces femmes n'arrivent pas du tout à s'épanouir, à s'autonomiser et tout. Il y a également la charge de travail accrue. Lorsqu'il n'y a pas plusieurs organisations qui militent dans le domaine, il y a plus de travail parce que vous êtes seul. Vous vous retrouvez à faire plus de travail. Pourtant, lorsque vous êtes bien représenté, c'est plus facile. Il y a la question de... Excusez, je peux avoir de l'eau? Merci beaucoup. Il y a également le manque de collaboration. Parce que lorsque vous n'êtes pas nombreux, il faut dire que vous n'allez pas du tout collaborer ensemble. Parce que, bon, vous n'êtes pas du tout nombreux. Et tout ça, ça freine vraiment nos actions. Ça fait qu'il n'y a pas plus de résultats visibles comme ça sur le terrain. Déjà, c'est une invite pour que plus de structures féministes de la sous-région, de l'espace francophone puissent s'engager vraiment sur la problématique des droits de ces femmes-là. Il ne faut pas qu'on les oublie. Prenons-les en compte dans nos actions. C'est pour le bien-être de tous et pour le bien-être de la société. Diapo.
Maintenant, face à tous ces défis, nous avons des stratégies d'atténuation à notre niveau. On part toujours à la recherche de partenariats. On ne baisse pas les bras. Voilà. Je me rappelle lorsque j'arrivais à Sœurs pour Sœurs, la présidente m'a dit, ah, Fayama, nous avons organisé telle activité, nous avons invité telle structure, nous avons demandé des rendez-vous avec telle structure, mais bon, on n'a pas encore eu ces rendez-vous. Et je leur ai dit, c'est la persévérance. La lutte pour les droits, si on n'est pas patient, si on n'est pas persévérant, je pense qu'on ne gagne pas de résultats. C'est toujours aller vers eux. Parce que souvent, il faut les comprendre. Voilà, ils reçoivent plusieurs demandes. Ils ont beaucoup de boulot. Maintenant, si vous n'êtes pas persévérant et que vous baissez les bras, c'est la cible qui perd, c'est les femmes qui perdent. Donc, c'est la persévérance, aller toujours à la recherche du partenariat. On ne baisse pas les bras. Voilà. Il faut aussi, nous misons sur la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de stigmatisation. Mais si nous-mêmes, nous ne sensibilisons pas, parce qu'avant même d'être dans le domaine de la santé mentale, moi aussi, je stigmatisais les femmes. Hein. Voilà. Mais il a fallu que je sois dans le domaine. Il a fallu que je milite dans des associations pour comprendre l'enjeu et aussi pour savoir que lorsqu'il n'y a plus de stigmatisation et tout, ces femmes-là peuvent bien s'exprimer et mieux se porter. Donc, c'est vraiment continuer la sensibilisation. La sensibilisation au niveau communautaire, la sensibilisation au niveau étatique, la sensibilisation au niveau des familles, pour qu'ils puissent mieux considérer leurs membres, leurs proches qui sont malades, qui passent par des moments difficiles, pour qu'ils puissent savoir que rien n'est perdu. Ce n'est pas comme si lorsque la personne est malade, c'est une fatalité. C'est des difficultés qui arrivent à tout le monde. Et pour en sortir, nous avons besoin de soutien. C'est par le soutien que la personne pourra guérir et tout. Et c'est ces messages-là qu'on fait, on sensibilise sur les réseaux sociaux. Chaque fois, on fait des campagnes pour que les gens puissent comprendre. Et on ne va pas du tout lâcher. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. Il y a le renforcement des réseaux de collaboration. Voilà. La stratégie d'atténuation, c'est de vraiment renforcer nos réseaux de collaboration. Surtout qu'on a compris qu'aujourd'hui, il faut toujours aller en consortium. Lorsque vous êtes en rang dispersé, vous n'allez pas du tout atteindre vos objectifs. Et nous, ce que nous faisons, nous collaborons beaucoup avec les centres de prise en charge. Même si c'est un petit geste, il faut toujours collaborer ensemble. Et c'est ce que nous faisons. Il y a le plaidoyer pour la reconnaissance accrue. Nous ne lâchons pas, nous faisons toujours le plaidoyer pour que la reconnaissance, on puisse reconnaître vraiment les défis auxquels ces femmes-là passent. Et aujourd'hui, si moi j'arrive dans un milieu, je ne vais pas finir d'échanger avec vous sans vous parler de santé mentale des femmes. Et c'est ça aussi souvent le plaidoyer. C'est peut-être l'échange que je peux avoir avec Madame Belém sur la problématique de la santé mentale. Et c'est ça aussi le plaidoyer. Aller vers les autres, parler de ce que nous faisons. Ce n'est pas au niveau étatique et seulement. Le simple fait de venir à OEC, échanger avec vous ici, tout ça, ça permet de reconnaître les défis auxquels ces femmes-là passent. Et c'est ça que nous faisons au niveau de Sœurs pour Sœurs. Okay. Maintenant, déjà, ce que je voulais partager avec vous, c'était ça. Et c'était pour vous rappeler que les défis au niveau de la problématique de la santé mentale des femmes sont énormes. Elles sont énormes et multiples. Et pour que nous puissions vraiment arriver à promouvoir les droits des femmes, il faut que nous soyons plus inclusifs dans nos actions. Il faut que les mouvements féministes puissent prendre en compte les besoins de ces femmes. Aucune cible ne doit être laissée en écart. Aucune femme ne doit laisser pour compte. On doit vraiment se battre pour les droits de ces femmes-là. Et nous pourrons vraiment arriver à un monde de l'égalité des genres pour tous. Merci beaucoup. D'accord. Déjà là, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, la parole est à qui veut la prendre pour que nous puissions poursuivre. Merci beaucoup. C'est Jenna Banjom de la Mauritanie. Ok.
Merci beaucoup pour la présentation et vraiment félicitations aussi tout ce que vous faites au niveau de votre organisation, au niveau de votre pays, le Burkina Faso. Parce que quand j'y repense, en fait, je n'ai pas connaissance, par exemple, qu'il y ait une organisation pareille chez moi, en Mauritanie. Je ne pense pas. On a peut-être des prises en charge cliniques qui sont faites par l'État, mais pas une organisation proprement dite, en fait, qui parle de ces questions de santé mentale des femmes. Maintenant, en vous écoutant, bien que je sois venue un peu en retard, je trouvais que vous avez déjà commencé. Il y a quand même une petite partie qui, pour moi, je ne sais pas si vous prenez ça en charge ou pas, ou peut-être ce n'est pas au niveau de votre organisation, mais quand moi j'entends santé mentale, ce n'est pas forcément les personnes qui sont en déficience mentale. Il y a aussi une autre forme. Je prends un exemple. On est dans un forum féministe, avec des présidentes des organisations des droits des femmes et autres. Et on a aujourd'hui ce qu'on reconnaît et ce qu'on appelle l'épuisement militant. L'épuisement militant. On parle de plus en plus du burn-out, on parle de plus en plus du blackout, on parle de plus en plus de l'épuisement aussi militant, qui sont une forme aussi de dégénérance de la santé mentale des personnes qui s'occupent des victimes. Parce que quand vous êtes une organisation et que vous faites par exemple le référencement ou que vous recevez tout simplement les victimes, à trop les écouter, à trop prendre leurs problèmes, vous serez forcément affecté mentalement et psychologiquement aussi de ce que vous recevez. Donc à la longue, si vous aussi vous ne travaillez pas sur le niveau psychologique de votre santé mentale, vous risquez de tomber en dépression ou de tomber en burn-out. Et je ne sais pas si votre organisation prend en charge ce volet-là. Est-ce que les militantes féministes ou est-ce que les femmes qui sont présidentes des organisations ou les assistantes sociales tout simplement en fait qui réfèrent, qui écoutent les femmes à longueur de journée, vous écoutez les femmes, leurs problèmes, vous écoutez, vous les accompagnez, c'est épuisant, ça prend beaucoup d'énergie et souvent c'est pas aussi facile, c'est pas que je vais au travail, j'écoute une femme, je rentre chez moi, j'oublie. Non, vous n'oubliez pas, vous amenez aussi le problème chez vous. Même si vous n'en parlez pas, ça reste dans un coin de votre tête comme étant un énigme à régler. Donc c'est aussi une charge mentale qui affectera votre santé mentale. Et je me demande si ce volet-là est pris en compte par votre association. Et de manière générale, dans le milieu féminisme, c'est un débat qui revient de plus en plus. Et j'espère qu'on aura en tout cas des organisations comme les vôtres qui prennent en charge aussi ce volet-là. Et merci beaucoup. Merci. Déjà, je pense que... Ou bien on prend d'abord les questions. Ok, on prend. Merci beaucoup pour votre présentation et félicitations à votre structure. Ma question est de savoir, vous dites que vous travaillez avec les centres de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux. Mais à ce niveau, combien de personnes avez-vous référées dans ces centres et combien sont sorties de cette problématique? Voilà. Et secondo, quel accompagnement avez-vous envers les personnes, les femmes atteintes, les femmes victimes de violences conjugales ou quelle que soit la violence, pour les accompagner à ne pas tomber, à ne pas sombrer, à ne pas tomber dans la dépression? Voilà. Merci. Merci bien. Moi, j'aimerais juste dire que la santé mentale, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde parce que quand tu as des soucis, quand tu travailles tôt, quand tu as des dépressions, aussi ça agit sur la santé mentale. Et quand tu n'es pas stable mentalement, je ne pense pas que tu peux honorer ton engagement de féministe. Alors ma question, c'est quelles sont les actions que vous menez en termes de prévention pour ces femmes-là, les militantes, les féministes? Est-ce que vous avez des actions de prévention, des sensibilisations que vous menez à l'endroit d'eux pour éviter d'abord de tomber dans ces troubles-là, et des astuces que ces femmes-là peuvent utiliser pour ne pas plus tard développer ces oppressions mentales? Donc c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant les prises en charge de ces femmes qui sont victimes
de cette dépression-là. Comment arrivez-vous à avoir leur stabilité mentale? C'est une question qui est un peu bizarre, mais quand la personne a, par exemple, un souci financier ou a des problèmes financiers, des fois même, ou bien qu'à la maison, ça ne va pas, elle a des blessures intérieures qui la conduisent jusqu'à des dépressions, des troubles mentaux. Mais quand le problème n'est pas résolu, malgré les conseils qu'on lui donne, malgré les soins qu'on lui donne, c'est qu'il n'arrive pas à retrouver sa santé mentale. Est-ce que vous intervenez pour régler ces problèmes aussi, ou vous vous accentuez seulement sur les conseils et les soins? Est-ce qu'il y a encore d'autres paramètres que vous développez après les soins et après les conseils et autres? Merci. D'accord. Merci beaucoup pour les questions. Je ne sais pas s'il y a une autre question. D'accord. Donc, on va répondre à ces questions d'abord avant de revenir pour voir. Déjà, la première question, c'est pour savoir à propos de l'épuisement militant. Voilà, la problématique du bien-être même mental des femmes féministes. Est-ce que nous prenons en compte ces femmes-là dans nos actions? Oui, nous prenons en compte ces femmes dans nos actions. Et durant ma présentation, j'ai expliqué que récemment, nous avons eu un projet avec Oxfam. Et ce projet avait 2 volets. D'abord, il y avait la collecte des données et il y avait la formation. La formation concernait pas les victimes, les cibles, ceux qui sont déjà dans la problématique, mais la formation concernant les organisations défenseurs des droits des femmes, les féministes. La formation a regroupé au moins 28 représentants de ces structures-là. Pour faute de moyens, on a vraiment dû restreindre et tout. Et la formation a été animée par une psychiatre et une psychologue. Également, il y a eu des centres qui ont partagé leur expérience et tout. La formation vraiment a permis de partager des astuces avec ces femmes-là sur leur propre bien-être. Voilà, comment elles peuvent faire pour prendre soin de l'auto-bien-être, comment elles peuvent faire vraiment pour prendre soin d'elles-mêmes. Et c'était une formation qui a été vraiment appréciée par ces femmes-là, parce que vous vous retrouvez dans un milieu où il y a eu d'autres qui ont pleuré. Voilà, parce que on se rend compte que la problématique de la santé mentale, c'est pas vraiment à l'âge adulte même qu'on le développe comme ça, mais il y a d'autres, c'est depuis l'enfance. Et les femmes ont pu se confier. Et vu qu'il y avait vraiment des psychologues et une psychiatre, la formation c'était sur 5 jours en fait. Parce qu'on a voulu que ce soit intensif pour que les gens puissent s'exprimer. On a eu 2 jours avec la psychiatre et après on a eu 2 jours avec la psychologue. Et durant ces 2 jours, les participants se sont confiés, vraiment expliqué leurs problèmes. Et maintenant, elles ont eu de retours sur comment elles peuvent faire vraiment pour prendre soin d'elles-mêmes et tout. Et c'est un volet vraiment très intéressant et important sur lequel nous misons. Parce que déjà nous-mêmes à notre niveau, nous avons vraiment des astuces pour notre bien-être. Voilà, s'ouvrir. Chaque fois qu'on organise une activité, qu'on finit, chacun s'exprime. Ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. En fait, on essaie de briser le plus possible les barrières pour qu'on puisse vraiment ne pas se heurter. Parce que le bien-être, c'est comme vous le dites, c'est très important. Très, très important. Si moi, je viens ici et que je ne suis pas du tout bien portante, ce serait juste de façade et je ne pourrais pas du tout rendre. Donc, c'est un volet qui est toujours pris en compte au niveau de notre organisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce qui peut limiter vraiment la prise en compte de ce volet-là, c'est les financements. Mener des activités vraiment qui concernent. Nous aurons vraiment aimé réunir, par exemple, des féministes de toutes les régions du Burkina, par exemple, pour vraiment leur parler de bien-être, comment se protéger, comment prendre soin de soi-même. Mais vous reconnaissez avec moi que ce n'est pas possible, voilà, lorsque vous n'avez pas vraiment de grands moyens. Donc, c'est l'occasion aussi de faire toujours le plaidoyer auprès des bailleurs pour qu'ils puissent vraiment prendre en compte ces volets-là dans la mise en place des projets. Imaginez, on fait un appel à projet pour le bien-être des femmes féministes, des défenseurs des droits des femmes. Et là, vraiment, c'est un projet qui va vraiment... imaginez, ce projet porte sur plusieurs pays. Il y a des organisations qui vont postuler, qui vont organiser des activités et ça pourrait être bénéfique à tout le monde. Donc, nous insérons cela dans nos actions, mais ce qui peut limiter, c'est le manque de financement. Sinon, c'est une de nos préoccupations majeures. Voilà.
Maintenant, après, il y a la question comment nous avons référé. Ok. Comment les femmes sont référées dans les centres de prise en charge. C'est bien ça? Ok, d'accord. Déjà, au niveau de, en 2023, déjà, si je prends au niveau de la période de mai à maintenant, il faut reconnaître que nous avons référé au moins 6 femmes dans les centres de prise en charge. 6 femmes, mais il y a des moments où on ne les réfère pas directement dans les centres de prise en charge, mais on les réfère voir des psychologues. Voilà, parce que c'est après les prescriptions médicales que la personne peut se retrouver dans le centre. Et même si la personne arrive dans le centre, c'est le centre également qui va l'amener à l'hôpital et tout pour des consultations et tout. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'au niveau de ces centres-là, si on va vraiment comptabiliser, depuis 2022, nous avons déjà apporté un soutien à près de 450 femmes dans les centres, repérées dans les centres de prise en charge et tout. Tout ça, vraiment, c'est parce qu'on essaye de prendre en compte vraiment les besoins de ces centres-là et on peut vraiment leur demander de nous fournir, par exemple, des statistiques sur les femmes qu'elles reçoivent et tout. Après, vous avez posé la question sur l'accompagnement pour les femmes victimes de VBG. Pour l'accompagnement pour les femmes victimes de VBG, déjà, on les réfère, celles qui nous contactent vraiment. Voilà. Par exemple, on a eu le cas d'une jeune fille qui a souffert d'un trouble mental. Elle est stabilisée maintenant. Mais c'est quelqu'un qui est violenté toujours. La stigmatisation. Voilà, elle a eu des problèmes avec un haut gradé de l'armée. Et ils ont fait revenir le problème. Et chaque fois, elle était vraiment violentée et tout. C'était des insultes et tout. Donc, elle est passée nous voir. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Comme on sait que c'est une personne qui est passée par la situation, déjà, ce qu'on peut faire pour la préserver, la plupart du temps, elle n'accepte pas de repartir voir un psychologue. Elle n'accepte pas du tout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les réfère à des centres cliniques juridiques. Et c'est là que nous collaborons avec l'association des femmes juristes du Burkina Faso. Voilà, on collabore avec eux. Lorsque nous avons de ces cas, on les réfère. Et également, elles, au niveau de l'association, à leur niveau, lorsque des femmes arrivent et qu'elles expliquent des problèmes de VBG et qu'elles se rendent compte que c'est un problème qui a eu un impact sur le bien-être mental de la personne, elles nous réfèrent ces personnes-là. Et maintenant, si la personne avait déjà eu une prise en charge au niveau des hôpitaux, nous référons la personne maintenant dans les centres. Voilà, c'est pour dire que c'est une collaboration permanente. Et c'est pourquoi je disais que si nous ne collaborons pas entre nous, ça ne sera pas du tout possible. Donc, c'est pourquoi on essaie de se comprendre. Et si demain, l'association de Madame Belém, Action pour un monde meilleur, ils accueillent une femme, par exemple, handicapée moteur, et que la femme a vraiment des problèmes de troubles mentaux également, elle pourra dire que, comme je collabore avec l'association Sœurs pour Sœurs, je peux la référer là-bas et maintenant, eux, ils sauront mieux la guider. Voilà, c'est ce que nous faisons. Merci. Et maintenant, au niveau de l'autre question, quelles sont les actions de prévention? Déjà, les actions de prévention que nous avons envisagées, c'est la formation. Voilà, si vous avez écouté l'autre formation qu'on avait eue avec les organisations défenseurs des droits des femmes. Et également, au niveau des femmes, au niveau communautaire, nous avons des séances de sensibilisation avec les centres, les zones de déplacés internes. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître que ces femmes sont la plupart du temps traumatisées par la situation qu'elles ont vécue. Il y a d'autres qui ont été violées, il y a d'autres qui ont vu leur mari, leur conjoint ou bien leurs enfants tués. Donc, elles se retrouvent vraiment à supporter beaucoup. Et la plupart du temps, elles arrivent, elles ne dorment pas, elles ont des cauchemars et tout. Et nous partons vraiment au niveau de ces camps de déplacés internes et nous menons des activités de sensibilisation. Donc, pour la prévention, on mise sur la sensibilisation. Et également, sur les réseaux sociaux, nous avons des tips. Par exemple, au niveau de la formation en santé mentale qu'on a eu avec les organisations défenseurs des droits des femmes et féministes, on a eu, par exemple, un manuel. Comme on est accompagné également par les psychologues, ils nous partagent vraiment les tips. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien prendre soin de soi et tout. Et on partage maintenant chaque fois sur nos réseaux sociaux
ce qu'il faut faire, comment il faut augmenter l'estime de soi, comment il faut prendre soin de soi-même, comment éviter le burn-out, par exemple. Par exemple, faire une to-do list, il ne faut pas vraiment se laisser emporter, il ne faut pas amener le boulot à la maison, il faut vraiment dissocier la vie professionnelle et la vie de famille. Et aussi, il faut savoir se retrouver. Et le conseil qu'on donne toujours aux organisations défenseurs des droits des femmes, les activités de team building, ne les négligez pas. C'est très, très important. C'est des activités où vous vous retrouvez et où vous pouvez échanger. Vous oubliez carrément le boulot. Parce que généralement, on dit le boulot, mais après le boulot qui s'occupe de toi et tout. Donc, c'est des tips qu'on partage et tout, pour qu'on puisse mieux prendre en compte ces volets-là dans nos activités. Après, comment avoir... Lorsque nous référons, par exemple, des femmes, si c'est pour résumer votre question, lorsque nous référons des femmes, ils ont eu des soins et qu'après ça ne va pas, comment on fait vraiment pour leur stabilité? Déjà, il faut savoir que les problèmes de troubles mentaux sont distincts. Je ne suis pas psychologue, raison pour laquelle j'évite de rentrer dans les détails. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs troubles. Il y a plusieurs troubles. Il y a d'autres qu'on peut guérir plus facilement. Par exemple, si moi je suis stressée, ou bien je passe par un stress post-traumatique comme ça, avec le suivi de la psychologue, au moins je pourrais être stabilisée, je pourrais retrouver ma vie et tout. Mais il faut reconnaître qu'il y a des volets. Lorsque la personne atteint ces niveaux, il faut un suivi de plusieurs années, permanent. Et on ne lâche pas tant que la personne n'est pas stabilisée. Au niveau des psychologues, c'est ce qu'ils recommandent. Donc, c'est en fonction de ton problème que la prise en charge va durer. Si vraiment le problème a été, il y a eu l'examen et tout, ils estiment que tu peux juste prendre des médicaments et puis ça peut aller. Tu prends et puis ça va. Et après, on te libère et tout. Maintenant, quand la personne arrive à l'hôpital, en fonction du problème, la personne peut faire 45 jours à l'hôpital. Et c'est après les 45 jours que ces personnes se retrouvent dans les centres. Parce que ça ne va toujours pas. Et comme les parents ne peuvent pas, ils ont appris qu'il y a tel centre qui fait la prise en charge. On amène la personne là-bas. Et dans les centres, il y a des personnes qui peuvent être là depuis 2 ans, qui sont toujours dans des centres. Parce que peut-être la personne est guérie, la personne est stabilisée, parce que généralement on dit stabilisée. Et la personne sort du centre, elle repart dans la société, dans sa famille et tout. Et la personne replonge. Parce qu'il y a la stigmatisation et tout. Et la personne revient encore dans les centres. Donc vous allez aller voir que dans les centres, là, il y a d'autres qui ne quittent pas. Parce que aussi, ils développent des activités génératrices de revenus, ils font ça après la stabilisation et tout. Donc la personne reste là-bas. Donc pour dire que c'est vraiment un volet où il n'est pas du tout facile de dire que ok, telle personne est guérie, on ne fait plus de prise en charge, non. Il y a d'autres même qui vont prendre des médicaments à vie. Vous voyez, parce qu'il faut toujours que la personne prenne ses médicaments. Le jour que vous allez voir que la personne a arrêté la prise de médicaments, la personne va sombrer. La personne fait une rechute. Vous voyez? Donc, c'est tous ces volets que nous essayons de prendre en compte dans la prise en charge. Maintenant, il faut reconnaître que souvent, par faute de moyens, les gens font ce qu'ils peuvent. Et c'est ce qu'on disait, pour qu'on puisse mieux les accompagner, il faut que l'État aussi puisse nous aider en réduisant les coûts des médicaments. Parce que imaginez, on vous dit que vous devez prendre un produit à vie et que ce produit coûte chaque semaine 10 000. C'est compliqué. C'est compliqué, peu importe vos moyens, c'est très compliqué. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions et que vous êtes satisfaite. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Félicitations pour la présentation et pour tout ce que votre association fait pour, en tout cas, la santé mentale de ces femmes. Et moi, ma question, c'est par rapport à la famille de ces femmes que vous arrivez à transférer dans les centres. Maintenant, qu'est-ce que vous
prévoyez-vous, qu'est-ce que vous faites pour que, au retour, au cas où ces femmes retrouvent leur situation initiale, c'est-à-dire retrouver la santé, et pour qu'elles puissent intégrer la famille avec le soutien de tout le monde. Qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation par rapport à la famille? Quel rôle la famille joue, voilà, pour l'intégration de la personne guérie? Merci. D'accord. Merci beaucoup pour la question et les encouragements. Déjà, il faut préciser que généralement, les personnes qui se trouvent dans les centres, il y a deux types. Des personnes qui ont été amenées par la famille, parce qu'ils ont entendu parler du centre, ou des personnes qui étaient dans la rue en train d'errer. On ne connaît pas leur famille. Il y a des gens, ils sont dans des centres de prise en charge, mais personne ne connaît vraiment de qui ils répondent. Ils sont là juste pour la prise en charge parce que la personne entend se retrouver à errer. Et maintenant, c'est la population ou bien la police municipale qui les amène. Voilà. Donc, il y a ce volet-là. Maintenant, à notre niveau, c'est que chaque fois qu'on arrive à avoir la famille d'un malade et tout, on fait toujours la même sensibilisation. Et même les psychologues nous accompagnent pour ça. Par exemple, vous pouvez avoir une personne qui est malade. Et la personne rejette tous les membres de la famille. La personne est agressive avec tous les membres de la famille. Et donc, ça fait qu'eux, en temps, ils se lassent et tout. Et ce que les psychologues leur disent, c'est de ne pas du tout lâcher. C'est juste que la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Sinon, ce n'est pas que la personne ne vous aime pas. Vous voyez? Et maintenant, ce qu'ils font, c'est que pour vraiment arriver à la guérison de la personne, il faut l'appui de la famille. Parce que la personne va aller répartie dans la famille quand elle est guérie. Et qui va vraiment s'occuper de cette personne? Comment vraiment la personne arrive à mieux s'intégrer? Vous voyez? C'est un volet sur lequel on insiste pour la réinsertion des personnes. Parce que s'il n'y a pas le soutien de la famille, c'est vraiment très compliqué. Je vais vous prendre un exemple palpable. Il y a une femme que j'ai rencontrée dans le centre Abasmé. Elle a eu un problème après, je pense que c'est après un accouchement. Voilà. Elle a eu un problème et elle s'est retrouvée à errer dans la rue et tout. Et on l'a pris et on l'a menée au centre. Maintenant, ce que la femme dit, c'est qu'elle n'a pas eu de problème avec les femmes de sa communauté. Elle n'a pas eu de problème avec sa famille. Mais elle a eu un problème avec son mari, qui ne la considérait pas du tout, qui la stigmatisait, qui l'insultait. Et malgré le fait qu'elle soit venue dans le centre à Basmé et qu'elle soit stabilisée, son mari continue de la stigmatiser. Donc elle dit qu'elle ne veut pas répartir. Elle est guérie, on dit que madame, vous êtes guérie, maintenant vous pouvez répartir. Elle dit Kataï, elle ne part pas. Vous voyez, non? Donc c'est tout ça qui fait qu'au niveau du centre, par exemple, on va appeler le mari pour que le mari puisse venir et puis on va essayer de lui donner des conseils et tout. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, vous allez beau parler, mais ils ne vont pas du tout changer. Pourtant, c'est le bien-être de la femme qui va compter ici. Et si elle se sent bien dans le centre et que le centre a toujours les capacités pour l'accueillir et tout, elle peut rester là-bas avec son enfant et tout. Vous voyez, donc c'est des volets sur lesquels ce n'est pas toutes les familles qui acceptent vraiment mieux accepter leurs parents qui étaient malades et qui se retrouvent dans des centres et tout. Donc la sensibilisation continue, on continue toujours de les sensibiliser parce que tout est sensibilisation. S'ils ne prennent pas du tout en compte ces volets, ce n'est pas du tout facile. Et il y a le cas aussi de certaines familles qui abandonnent leurs malades à l'hôpital. Vous êtes là et un matin, vous vous levez, ils ne sont plus là. Parce que c'est devenu très pesant. Et si la personne n'a pas de pièces, vous ne pouvez pas retrouver. L'agent communautaire a une collaboration avec les médecins ou les spécialistes psychologues. Merci. C'est juste une remarque. Merci pour la parole. Je suis venue en retard, toutes mes excuses, j'avais d'autres préoccupations. Mais je voudrais quand même dire un mot par rapport à nos sœurs qui sont victimes de santé mentale, par la santé mentale. Parce que ce sont des
c'est un domaine qui nous fait peur parce qu'on ne maîtrise pas. C'est un domaine qui est tellement spécifique, il faut avoir une formation spécifique.